Cette vidéo raconte une histoire fictive créée uniquement à des fins de divertissement. Les scènes, personnages et événements présentés sont imaginaires et ne représentent pas la réalité. Elle a soudainement quitté notre réunion sur le lieu de réception, en envoyant un texto « Je ne peux pas faire ce mariage. Désolé. » J'ai immédiatement dit à l'organisatrice « Annulez tout. » J'ai découvert qu'elle avait couru retrouver son ex. 48 heures plus tard, tous les deux appelaient frénétiquement après que j'ai envoyé les preuves à sa femme, à son patron, et... Vous connaissez ce moment où tout votre avenir bascule en seulement 11 mots? Eh bien, le mien a basculé mardi dernier à 15h47. J'étais assis au Oak Ridge Country Club, en train de régler les derniers détails avec Holly, notre organisatrice de mariage, 3 semaines avant ce qui était censé être le plus grand jour de ma vie. Elle avait un énorme classeur ouvert, montrant des arrangements floraux et posant des questions sur les centres de table, les choses habituelles. Mais ma fiancée agissait bizarrement, vraiment très bizarrement. Elle n'avait pas dit un mot en 20 minutes. Elle restait assise là, à faire défiler son téléphone, tapant du pied sous la table. Chaque fois que Holly lui demandait son avis sur quelque chose, elle se contentait de hocher la tête et de dire « ce qu'il veut me va ». Cela aurait dû être mon premier signe avant-coureur. C'était la même femme qui avait passé 2 heures à débattre de la couleur des serviettes le mois dernier. Holly expliquait le déroulement de la journée de samedi. Donc, la cérémonie commence à 16h, le cocktail de 17h à 18h, puis le dîner et la danse jusqu'à. C'est à ce moment-là qu'elle s'est levée, soudainement, comme si quelqu'un avait appelé son nom. « Je dois aller aux toilettes » a-t-elle dit, sans nous regarder ni l'un ni l'autre. Elle a pris son sac à main et s'est dirigée vers l'arrière du club. Holly et moi avons continué à parler. Elle m'a montré des photos de la présentation du gâteau, a posé des questions sur le programme musical. Des trucs habituels d'organisatrice de mariage, mais quelque chose clochait. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. 15 minutes ont passé, puis 20. Devrais-je aller voir comment elle va, a demandé Holly, en jetant un coup d'œil vers les toilettes. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un message texte. Je ne peux pas faire ce mariage. Désolé. J'ai fixé cet écran pendant probablement 30 secondes. Je l'ai lu 3 fois. Holly parlait encore des arrangements floraux, mais sa voix semblait venir de sous l'eau. Tout va bien, a-t-elle demandé, remarquant mon expression. Je lui ai tendu mon téléphone, j'ai regardé son visage changer pendant qu'elle le lisait. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Est-ce qu'elle vient de annuler tout, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. Absolument tout. Le lieu, les fleurs, le traiteur, tout. Holly avait l'air confuse. Mais peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour réfléchir. Avoir des doutes de dernière minute est normal. Regardez autour de vous, ai-je interrompu. Voyez-vous sa voiture sur le parking? Nous avons tous les deux regardé par la fenêtre. Sa Honda blanche avait disparu. Le visage de Holly est devenu pâle. Je suis tellement désolé. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Je veux dire, j'ai eu des gens qui ont reporté, mais jamais. Ce n'est pas de votre faute. Je me suis levé et je lui ai serré la main. Envoyez-moi les frais d'annulation. Je m'occuperai moi-même des fournisseurs. J'ai marché jusqu'à mon camion et je suis resté assis là 1 minute. Pas en colère, pas triste, juste en train d'assimiler. 11 mots. Je ne peux pas faire ce mariage. Désolé. 3 ans ensemble. Un prêt immobilier que nous venions de signer. Des faire-part de mariage envoyés il y a 2 mois. Et elle met fin à tout cela avec un message texte plus court que la plupart des listes de courses. Mais voici ce qui me dérangeait vraiment, le timing. La façon dont elle s'était comportée toute la semaine. Ces nuits tardives à travailler sur un projet. La façon dont elle prenait des appels dans l'autre pièce. Ce n'étaient pas des doutes de dernière minute. C'était planifié. J'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi, sachant déjà ce que j'allais trouver en arrivant. Je suis entré dans notre maison et l'ambiance était différente, comme quand on revient de vacances et que tout semble plus petit que dans nos souvenirs. Sauf que ce n'était pas de la nostalgie. C'était le sentiment de voir un endroit qui était autrefois un foyer et de réaliser qu'il ne l'avait jamais vraiment été. Ses affaires avaient disparu. Pas toutes, mais les choses importantes. Son ordinateur portable,
sa boîte à bijoux, la photo de nous du Noël dernier qui était habituellement sur le comptoir de la cuisine. Elle planifiait cela depuis un moment. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai commencé à penser aux dernières semaines. Toutes ces petites choses qui n'avaient pas de sens à l'époque se sont soudainement assemblées comme les pièces d'un puzzle, les nuits tardives à travailler sur des présentations, la façon dont elle prenait ses appels téléphoniques dans le garage. Comment elle s'était soudainement intéressée à ce cours de yoga le samedi matin auquel je n'étais jamais invité à participer. Et puis il y a eu la semaine dernière. Elle était rentrée vers minuit. Elle a dit qu'elle était sortie avec des collègues pour fêter une promotion. Mais quand je l'ai serrée dans mes bras, elle sentait l'eau de Cologne. Pas le truc bon marché que les mecs portent à la salle de sport. Quelque chose de cher. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Nous partagions cet ordinateur depuis que le sien était mort l'année dernière. Elle oubliait toujours de se déconnecter de ses comptes. Vieilles habitudes. Sa messagerie électronique était encore ouverte. Je sais ce que vous pensez. Regarder les courriels de quelqu'un, c'est dépasser les bornes. Mais vous savez ce qui dépasse aussi les bornes? Quitter son fiancé sur le lieu de réception du mariage par message texte. La première chose que j'ai vue était un courriel datant de 3 jours. Objet, j'ai hâte d'être à samedi. Il ne s'agissait pas de la planification de notre mariage. L'expéditeur était un certain Isaac Klein. Je ne reconnaissais pas le nom, mais l'adresse électronique me semblait familière. J'ai fait défiler leur conversation et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un type au hasard. C'était son petit ami de l'université. Celui avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant que nous nous rencontrions. Celui qu'elle prétendait être de l'histoire ancienne chaque fois que son nom était mentionné. Les courriels remontaient à des mois. Des mois de planification. Planifier de me quitter, planifier leur avenir ensemble, planifier comment minimiser le drame de la fin de nos fiançailles. Un courriel du mois dernier m'a glacé le sang. Elle avait écrit « Je pense que partir pendant la réunion sur le lieu de réception est le plus propre. Il sera avec l'organisatrice de mariage donc il ne fera pas de scène et ce sera en public donc il ne pourra pas devenir trop émotif. Ensuite, nous pourrons prendre un nouveau départ sans toutes les conversations de rupture désordonnées. Le plus propre. » Comme si j'étais une sorte de tâche qu'elle devait éponger. J'ai continué à faire défiler. Il y avait des dizaines de messages, des photos qu'ils s'étaient envoyées, des plans d'appartements qu'ils avaient visités ensemble, et même une feuille de calcul, une véritable feuille de calcul, détaillant comment il gérerait la logistique de sa rupture avec moi. Mais le pire n'était pas la trahison. C'était à quel point tout était calculé. Elle m'avait menti en face pendant des mois tout en planifiant chaque détail de la façon de détruire ma vie avec un minimum de désagrément pour elle-même. Il y avait un courriel d'hier seulement. Isaac avait écrit « Es-tu sur du timing ?» Ça semble un peu brutal de le faire juste avant le mariage. Sa réponse, c'est en fait parfait. Mieux que de gaspiller de l'argent pour une cérémonie dont nous savons tous les deux qu'elle ne durera pas. De cette façon, il le découvre avant que nous soyons légalement liés. Honnêtement, je lui rends service. Un service. Elle pensait que m'abandonner sur le lieu de notre mariage était un service. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fini ma bière. Puis je l'ai rouvert et j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Si elle voulait jouer à des jeux, nous pouvions jouer à des jeux. Mais contrairement à elle, je n'allais pas me cacher derrière des feuilles de calcul et une planification minutieuse. J'allais m'assurer que tout le monde sache exactement à qui ils avaient affaire. En commençant par la femme d'Isaac. J'ai passé les 6 heures suivantes à faire ce que je fais de mieux, des recherches. S'il y a une chose que mon travail dans l'analyse de données m'a apprise, c'est comment trouver des informations que les gens ne veulent pas que vous trouviez. Et Isaac Klein était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. Premier arrêt, les réseaux sociaux. Son profil Facebook était principalement privé, mais sa photo de profil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Une photo de famille heureuse. Lui, une femme blonde qui avait l'air de sourire pour de vraies raisons, et 2 jeunes enfants qui ne pouvaient pas avoir plus de 5 et 7 ans. Le genre de photo que vous prenez quand vous croyez que votre vie est solide. Son LinkedIn était plus utile. Isaac Klein, comptable principal chez Bravo Financial Services. Il y travaillait depuis 8 ans. Le site web de son entreprise avait une de ses pages Nos valeurs qui parlait d'intégrité,
de valeurs familiales et de confiance communautaire. Le genre d'endroit où avoir une liaison avec la fiancée de quelqu'un d'autre pourrait ne pas bien passer auprès de la direction. Mais j'avais besoin de plus que des informations de surface. J'avais besoin de détails. Je suis retourné à son compte de messagerie et j'ai commencé à construire une chronologie. Le premier contact a eu lieu le 15 janvier. Un simple message, et « J'ai vu ton annonce de fiançailles sur Facebook. Félicitations. » Assez innocent. Sa réponse était 3 paragraphes sur le fait que la planification du mariage était plus stressante que prévu et comment elle se demandait parfois si elle ne s'installait pas trop jeune. En février, il s'envoyait des textos quotidiennement. Elle lui avait donné son numéro personnel, et je pouvais voir des fragments de leur conversation dans ses courriels quand il s'envoyait des captures d'écran d'annonces d'appartements et d'offres d'emploi dans sa ville. Mars a été le moment où les choses sont devenues physiques. Il y avait un courriel confirmant une réservation d'hôtel à Baltimore, exactement à mi-chemin entre notre ville et la sienne. La confirmation était pour un week-end où elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa colocataire d'université. Je me souvenais de ce week-end. Elle était rentrée en disant à quel point il était rafraîchissant de passer du temps avec de vieux amis. Avril était purement logistique. Ils ont trouvé un appartement ensemble. Elle avait même versé un acompte. J'ai trouvé le reçu électronique dans ses courriels. 500 $ pour un appartement de 2 chambres dans le quartier d'Isaac. Le bail commençait le 1er juin. Notre mariage était censé avoir lieu le 18 mai. La précision mathématique de tout cela était presque impressionnante. Elle avait prévu de me quitter exactement 2 semaines avant de commencer sa nouvelle vie avec lui. Transition propre, sans interruption, sans temps pour les doutes ou les émotions gênantes. Mais voici ce qui m'a vraiment touché. Il y avait un fil de discussion entier sur la façon de gérer l'annonce. Ils ont discuté de différents scénarios. Devait-elle rompre avec moi avant le mariage et risquer que je rende les choses difficiles? Devait-elle se marier et ensuite demander le divorce 6 mois plus tard? Ils s'étaient mis d'accord sur le plan d'abandon sur le lieu de réception parce que, selon ses propres mots, c'est assez public pour qu'il ne puisse pas devenir violent, mais assez privé pour que nous évitions le drame familial jusqu'à ce que nous soyons en sécurité ensemble. Viol. Elle pensait que je pourrais devenir violent. Après 3 ans ensemble, elle pensait si peu de moi que la violence était une possibilité dans son esprit. J'ai aussi trouvé leur plan de secours. Si je le prenais mal, Isaac déposerait une plainte à la police en affirmant que je l'avais menacé. Si j'essayais d'interférer avec leur relation, ils avaient prévu d'obtenir une ordonnance restrictive. Ils avaient même discuté de ce qu'il fallait faire si j'essayais de gâcher les choses en contactant la femme d'Isaac. En parlant de la femme d'Isaac, je l'avais trouvée aussi. Esther Klein, enseignante de maternelle à l'école primaire de Riverside. Son Facebook était public, rempli de photos d'événements scolaires et de vacances en famille, de photos d'elle confectionnant des costumes d'Halloween pour ses enfants, de vidéos des matchs de baseball de son fils avec Isaac applaudissant en arrière-plan. Elle a publié un message sur leur anniversaire le mois dernier, 12 ans avec mon meilleur ami. Si reconnaissante pour cet homme et la vie que nous avons construite ensemble. Isaac avait commenté avec un emoji en forme de cœur. La même semaine, il réservait des chambres d'hôtel avec ma fiancée. J'ai pris des captures d'écran de tout, les courriels, les reçus d'hôtel, l'acompte de l'appartement, la chronologie des mensonges. Je les ai organisés chronologiquement dans 3 dossiers distincts sur mon bureau. Un intitulé Preuves, un intitulé Chronologie, et un intitulé Dommages collatéraux. Ce dernier dossier était pour les informations professionnelles d'Isaac. Bravo Financial Service avait un manuel de l'employé publié sur son site web. La page 47 était particulièrement intéressante. Elle décrivait leur politique sur la conduite personnelle qui reflète négativement les valeurs de l'entreprise. L'utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise à des fins personnelles était un motif de licenciement immédiat, et Isaac avait été négligent. Plusieurs de ses courriels à ma fiancée avaient été envoyés depuis son adresse professionnelle pendant les heures de bureau. J'ai aussi trouvé l'annuaire de leur entreprise. Le patron d'Isaac était un homme nommé Russell Morgan, associé principal et fondateur du cabinet. Le LinkedIn de Russell montrait qu'il était actif dans son église et publiait régulièrement sur l'importance du leadership moral en affaires. Sa biographie d'entreprise mentionnait que Bravo Financial Service était une entreprise familiale fondée sur des valeurs traditionnelles. À 2 heures du matin, j'avais un dossier complet sur la vie d'Isaac Klein, son horaire de travail, l'école de sa femme,
les activités extrascolaires de ses enfants, ses informations hypothécaires, et même son abonnement à la salle de sport. Je savais qu'il conduisait une Subaru Outback 2019, et que sa femme conduisait une Honda Pilot. Je savais qu'ils avaient emmené leurs enfants à Disney World le Noël dernier et qu'Isaac avait publié des critiques Yelp pour 3 restaurants différents le mois dernier. Plus important encore, je savais exactement comment tout détruire. Mais je n'allais pas faire ça en colère. Je n'allais pas envoyer des courriels d'ivrogne à 3 heures du matin ou passer des appels que je regretterais plus tard. Si ma fiancée voulait jouer aux échecs, j'allais lui montrer ce qui arrive quand on défie quelqu'un qui sait vraiment penser avec 3 coups d'avance. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai mis mon réveil à 7 heures, et je suis allé me coucher. Demain allait être une journée très chargée pour Isaac Klein. Il ne le savait juste pas encore. Je me suis réveillé à 6h45, 3 minutes avant mon réveil. J'ai mieux dormi que depuis des semaines, en fait. Il y a quelque chose de calmant à avoir un plan. D'abord, le café, ensuite la guerre. J'ai passé 1 heure à rédiger 3 messages différents. Chacun nécessitait le bon ton, les bonnes preuves, le bon timing. Il ne s'agissait pas d'être mesquin ou vindicatif. Il s'agissait de conséquences, de s'assurer que les personnes qui détruisent la vie des autres ne s'en tirent pas indemnes. Le courriel numéro 1 était pour Esther Klein. Je l'ai gardé simple, respectueux et factuel. Chère Esther, mon nom est le protagoniste, et je ne vous connais pas, mais nous avons quelque chose en commun. Nous avons tous les deux été trahis par des personnes en qui nous avions confiance. J'ai joint des preuves que votre mari Isaac a une liaison avec ma fiancée depuis 4 mois. Ils ont prévu d'emménager ensemble le 1er juin. Je pensais que vous méritiez de le savoir avant de l'apprendre de quelqu'un d'autre. Je suis désolé d'être le porteur de cette nouvelle. Vous et vos enfants méritez mieux. J'ai tout joint, les reçus d'hôtel, le bail de l'appartement, les courriels où ils discutaient de la manière de gérer leurs ruptures respectives, et les photos qu'ils s'étaient envoyées. J'ai même inclus la feuille de calcul que ma fiancée avait créée pour planifier leur chronologie de transition. Laissez Esther voir exactement à quel point son mari avait été calculateur et froid. Le courriel numéro 2 était pour Russell Morgan de Bravo Financial Service. Un ton entièrement différent. Cher Monsieur Morgan, je vous écris pour vous informer d'une situation impliquant un de vos employés qui pourrait avoir un impact sur la réputation de votre entreprise. Isaac Klein a utilisé la messagerie et le temps de l'entreprise pendant les heures de bureau pour mener une affaire personnelle. J'ai joint des documents montrant une mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise pour des communications personnelles et des preuves d'un comportement qui contredit les normes morales que votre entreprise promeut. J'ai confiance que vous gérerez cela de manière appropriée conformément à votre manuel de l'employé. Pour Russell, je me suis concentré sur les violations professionnelles, les horodatages montrant Isaac envoyant des courriels personnels pendant les heures de travail, l'utilisation de son adresse électronique professionnelle pour réserver des chambres d'hôtel. La façon dont il discutait de prendre des jours de maladie pour rencontrer ma fiancée. J'ai clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement de moralité personnelle. Il s'agissait d'un employé qui volait le temps et les ressources de l'entreprise. Le courriel numéro 3 était différent. Celui-ci allait devenir public. J'ai créé une publication détaillée sur les réseaux sociaux avec toutes les preuves présentées comme une chronologie. Je n'ai pas utilisé de langage émotionnel ni ne les ai insultés, juste des faits, des dates et des captures d'écran. J'ai expliqué comment ma fiancée m'avait abandonné par message texte après des mois de planification de sa fuite avec un père de 2 enfants mariés. J'ai montré les reçus d'hôtel, l'acompte de l'appartement, les courriels où il riait de minimiser le drame. La légende était simple. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Quand 2 personnes vous montrent qui elles sont, montrez-le à tout le monde. J'ai identifié des amis communs, des membres de la famille, et même certains des collègues d'Isaac que j'avais trouvés sur LinkedIn. Pas pour être cruel, mais parce que les mensonges prospèrent dans l'obscurité. La vérité a besoin de lumière. À 9h15, j'ai appuyé sur renvoyer pour les 3. Puis je me suis assis et j'ai attendu. La première réponse est arrivée à 9h31. Un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un texto du même numéro. S'il vous plaît, appelez-moi. C'est Esther Klein. Nous devons parler. Je l'ai rappelé. Sa voix était tremblante mais contrôlée. Est-ce exact, a-t-elle demandé. Tout. Chaque capture d'écran, chaque reçu, chaque date.
Je suis désolé. Il y a eu une longue pause. Puis, merci. Je dois aller chercher mes enfants à l'école. Elle a raccroché. J'ai respecté cela. Elle avait de plus gros problèmes à gérer que de me réconforter. À 10h20, mon téléphone a explosé de messages textes, d'appels manqués et de notifications Facebook. La nouvelle se répandait vite. Mon frère a appelé le premier. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de voir ta publication. Elle m'a quitté pour son ex, un type marié avec des enfants. J'ai pensé que les gens devraient savoir à qui ils ont affaire. Jésus, ça va? Je vais mieux que bien. Je suis libre. D'autres appels sont arrivés. Des amis proposant de passer. Des membres de la famille exprimant leur indignation. Des collègues qui avaient vu les publications sur LinkedIn. Tout le monde voulait savoir si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes qui ont dit qu'elles ne l'avaient jamais aimé de toute façon, qu'elles avaient toujours pensé que quelque chose clochait, qu'elles étaient heureuses que je l'ai découvert avant le mariage. À 11h45, Russell Morgan m'a appelé directement. C'est Russell Morgan de Bravo Financial Service. J'ai reçu votre courriel concernant Isaac Klein. Oui, monsieur. Je veux vérifier ces documents. Pouvez-vous fournir les fichiers originaux et les métadonnées? Absolument. Je peux tout envoyer dans l'heure. Faites cela. Monsieur Klein est suspendu dans l'attente d'une enquête, avec effet immédiat. Si ces allégations sont confirmées, son emploi sera résilié. Je comprends. Merci de prendre cela au sérieux. Nous prenons l'intégrité très au sérieux ici. Merci d'avoir porté cela à notre attention. À 12h30, le feu d'artifice a vraiment commencé. Isaac a finalement appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis un autre appel, une autre messagerie vocale. Au troisième appel, j'ai répondu. Tu as détruit ma vie, a-t-il dit sans préambule. En fait, tu l'as fait toi-même. Je n'ai fait que le documenter. Ma femme ne me laisse pas voir mes enfants. Mon patron m'a suspendu. Mes voisins me regardent comme si j'étais un criminel. Ça semble juste. Les actions ont des conséquences. Tu ne comprends pas. Nous sommes amoureux. Ce que nous avons est authentique. Ta relation était déjà terminée. J'ai failli rire. Si votre relation était si authentique, pourquoi toutes ces cachotteries? Pourquoi les chambres d'hôtel et les courriels secrets? Pourquoi n'as-tu pas simplement divorcé de ta femme d'abord? C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. C'est simple. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais la stabilité de ta famille et l'excitation d'une liaison. Tu ne t'attendais juste pas à te faire prendre. S'il te plaît, retire juste les publications. Nous déménagerons. Tu ne nous reverras plus jamais. Ça ne marche pas comme ça, Isaac. Tu ne peux pas négocier pour échapper aux conséquences. Mes enfants verront ça un jour. Ils sauront ce que leur père a fait. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de le faire. J'ai raccroché. À 13h15, elle a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Comment as-tu pu faire ça? Sa voix était différente. Plus petite. La confiance avait disparu. Faire quoi? Dire la vérité? Tu as tout gâché. Isaac a perdu son travail. Sa femme l'a mis à la porte. Notre demande de location d'appartement a été refusée à cause de ta publication qui est devenue virale. Votre demande de location a été refusée parce que les propriétaires ne veulent pas de locataires qui prennent des décisions impulsives basées sur des liaisons. Nous nous aimons. Vous aimez l'idée l'un de l'autre. Vous aimez l'excitation et le drame et le sentiment de vous en tirer à bon compte. Mais l'amour véritable? Les gens qui s'aiment vraiment ne construisent pas leur relation en détruisant les familles des autres. Tu es juste amer parce que je l'ai choisi lui plutôt que toi. Je suis reconnaissant parce que tu m'as montré qui tu es avant que je ne t'épouse. Tu m'as rendu service, tu te souviens? N'est-ce pas ce que tu as écrit dans ton courriel à son intention? Silence. Ne me contacte plus, ai-je continué. N'appelle pas. N'envoie pas de texto. Ne te présente pas chez moi.
Tu as fait ton choix. Vis avec. J'ai raccroché et bloqué son numéro. À 15 heures, la publication sur les réseaux sociaux avait été partagée plus de 200 fois. Les gens commentaient avec leurs propres histoires de trahison, me remerciant de montrer que les tricheurs ne gagnent pas toujours, exprimant leur sympathie et leur soutien. Mais la meilleure partie n'était pas la justification ou le soutien des amis. La meilleure partie était le calme de ma maison, la paix, la liberté. J'ai commandé une pizza, ouvert une bière et commencé à planifier ce voyage en solo au Colorado que j'avais toujours voulu faire. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait plutôt bon. Les 48 heures suivantes ont été comme regarder une démolition contrôlée au ralenti. Tout ce qu'Isaac et mon ex-fiancé avaient construit s'est effondré morceau par morceau, exactement comme il se devait. Jeudi matin, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Esther Klein. Merci de m'avoir dit la vérité. J'ai demandé le divorce hier. Mon avocat dit que les preuves que vous avez fournies aideront considérablement pour la garde des enfants et la répartition des biens. J'ai répondu par texto, je suis désolé que vous traversiez cela. Vos enfants ont de la chance d'avoir une mère forte. Ils en ont. Et ils s'en porteront mieux sans un père qui ment à tous ceux qu'il est censé aimer. Cet après-midi-là, j'ai croisé mon voisin Caleb à l'épicerie. Il avait vu ma publication sur les réseaux sociaux. Mec, je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça, a-t-il dit en secouant la tête. Mais je dois te dire que la façon dont tu as géré ça a été brillante. Ma femme a partagé ta publication avec son club de lecture, et la moitié des femmes là-bas ont dit qu'elles auraient aimé avoir le courage d'exposer leurs ex-infidèles comme ça. Ce n'était pas une question de courage, ai-je dit. C'était une question de conséquence. Eh bien, ça a marché. L'ami de ma femme connaît quelqu'un qui travaille dans ce cabinet comptable. Apparemment, Isaac s'est fait virer hier. Pas seulement suspendu, viré. Le propriétaire a découvert qu'il avait utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour certains de ses séjours à l'hôtel. C'était nouveau pour moi. Je ne savais même pas pour la carte de crédit de l'entreprise, mais c'était logique. Isaac était négligent quand il pensait qu'il n'était pas surveillé. Vendredi soir, Russell Morgan m'a rappelé. Je voulais faire le suivi de la situation d'Isaac Klein, a-t-il dit. Nous avons terminé notre enquête. Il a été licencié hier pour violation de la politique de l'entreprise, mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise et conduite préjudiciable à la réputation de notre entreprise. Je vois. Je voulais aussi vous remercier. Nous avons découvert des violations supplémentaires lors de notre enquête que nous n'aurions pas trouvées autrement. Monsieur Klein falsifiait des feuilles de temps et utilisait les ressources de l'entreprise à des fins personnelles au-delà de ce que vous aviez signalé. Vous nous avez peut-être évité des problèmes plus graves à l'avenir. Je suis heureux d'avoir pu aider. Il y a autre chose. Nous mettons en place de nouvelles politiques concernant l'utilisation personnelle des ressources de l'entreprise, en partie à cause de cette situation. Nous l'appelons le protocole Klein en interne. Vos preuves étaient si complètes qu'elles sont devenues notre modèle pour documenter la mauvaise conduite des employés. J'ai failli rire. Le nom d'Isaac allait perdurer dans la politique de l'entreprise comme un exemple de la façon de ne pas se comporter. Il y avait une certaine justice poétique là-dedans. Samedi matin a apporté le divertissement que j'attendais. On a frappé à ma porte à 8 heures du matin. C'était elle, debout sur mon porche, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux n'étaient pas lavés. Elle portait les mêmes vêtements que je lui avais vus sur les réseaux sociaux la veille, et elle avait ce regard vide que les gens ont quand la réalité rattrape enfin leurs mauvaises décisions. Nous devons parler, a-t-elle dit à travers la moustiquaire. Non, nous n'avons pas à le faire. S'il te plaît, juste 5 minutes. Isaac et moi essayons de réparer les choses, mais tes publications rendent cela impossible. Ce n'est pas mon problème. Sa femme ne le laisse pas voir ses enfants. L'appartement que nous voulions nous a été refusé parce que le propriétaire a vu ta publication et a dit que nous n'étions pas le genre de locataire qu'il voulait. Il ne trouve pas de travail parce que ton histoire apparaît quand les employeurs cherchent son nom. On dirait qu'il aurait dû y penser avant de décider de faire exploser 2 familles pour une liaison. Tu ruines la vie de personnes innocentes. Cela a attiré mon attention. J'ai ouvert la moustiquaire et je suis sorti sur le porche. Des personnes innocentes, ai-je dit. Comme les enfants d'Isaac qui doivent maintenant faire face au fait que leur père est un menteur infidèle. Comme sa femme qui a perdu 12 ans de sa vie avec quelqu'un qui prévoyait de l'abandonner via une feuille de calcul.
comme moi, qui ai passé 3 ans à planifier un avenir avec quelqu'un qui planifiait secrètement de le détruire? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que les seules personnes innocentes dans cette situation sont celles que toi et Isaac avez décidé de blesser pour vos propres raisons égoïstes. Elle s'est mise à pleurer, le genre de pleurs qui sont censés vous faire sentir coupable et vous faire reculer. Mais je l'avais vu répéter cette performance exacte dans le miroir avant des entretiens d'embauche et des conversations difficiles avec ses parents. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'étais confuse. La planification du mariage était stressante, et Isaac m'a donné l'impression que j'avais des options. Tu avais des options. Tu aurais pu me parler. Tu aurais pu annuler le mariage, honnêtement. Tu aurais pu mettre fin à notre relation comme une adulte au lieu de planifier une trahison élaborée dans mon dos. J'avais peur. Tu étais égoïste. Il y a une différence. S'il te plaît, retire juste les publications. Nous déménagerons. Nous recommencerons ailleurs. Tu n'auras plus jamais à nous revoir. Où allez-vous déménager? Isaac n'a pas de travail. Tu n'as pas d'économie parce que tu les as dépensés en chambre d'hôtel et en acompte d'appartement. Et chaque fois qu'un employeur ou un propriétaire potentiel cherchera l'un de vos noms, il découvrira exactement à qui il a affaire. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri. Tu veux parler de justice? Juste aurait été que tu mettes fin à notre relation avant de commencer à en planifier une nouvelle. Juste aurait été qu'Isaac divorce de sa femme avant de commencer à réserver des chambres d'hôtel avec la fiancée de quelqu'un d'autre. Juste aurait été que vous vous comportiez tous les deux comme des êtres humains décents au lieu d'enfants égoïstes. Nous nous aimons. Vous aimez le drame. Vous aimez l'excitation de vous faufiler et d'avoir l'impression de vous en tirer à bon compte. Mais l'amour? Les gens qui s'aiment ne construisent pas leur relation en détruisant la vie des autres. Isaac dit que nous pouvons surmonter ça. Isaac dit beaucoup de choses. Il a dit à sa femme qu'il travaillait tard quand il te rencontrait. Il a dit à ses enfants qu'il serait à la maison pour le dîner quand il réservait des chambres d'hôtel. Il a dit à son patron qu'il était malade quand il cherchait un appartement. La parole d'Isaac ne vaut pas grand-chose ces jours-ci. Elle a essuyé ses larmes et s'est redressée, changeant de tactique. Tu sais quoi? Je suis contente que cela soit arrivé. Je suis contente d'avoir découvert qui tu es vraiment avant que nous nous marions. Tu es vindicatif et cruel, et je l'ai échappé belle. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. Tu l'as échappé belle. Parce que si nous nous étions mariés et que tu avais fait le même coup dans 2 ans, le divorce t'aurait coûté beaucoup plus cher. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle restait sur mon porche pendant encore 10 minutes, espérant probablement que je changerais d'avis et que je ressortirais. Quand elle est finalement partie, elle a donné un coup de pied dans ma boîte aux lettres. Dimanche a apporté la dernière pièce du puzzle. Un appel de mon copain Larry, qui travaille dans la gestion d'appartements de l'autre côté de la ville. Et mec, je voulais juste te prévenir. Un couple est venu hier pour essayer de louer un de nos logements. Isaac Klein et une femme dont je ne reconnaissais pas le nom. Quand j'ai vérifié leurs antécédents, ta publication sur les réseaux sociaux a été la première chose qui est apparue. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai refusé la demande. La politique de notre entreprise est assez stricte concernant les candidats ayant une instabilité financière récente ou des problèmes de moralité. Un gars qui vient de se faire virer pour avoir volé son employeur et qui est impliqué dans un scandale de liaison publique ne répond pas à nos critères. C'est le 2e endroit où ils ont été refusés. Ce ne sera probablement pas le dernier. La plupart des sociétés de gestion immobilière utilisent le même processus de sélection. Tout signal d'alarme sur la première page des résultats de recherche entraîne généralement un rejet automatique. Dimanche soir, je nettoyais le placard, mettant en boîte les dernières de ces affaires qu'elle avait laissées, quand mon téléphone a sonné. Isaac encore. Cette fois, j'ai répondu dès la première sonnerie. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que ça s'arrête, a-t-il dit. Sa voix était différente. Désespérée. Ma femme a déposé une ordonnance restrictive. Je ne peux pas m'approcher à moins de 500 pieds de ma propre maison. Je dors dans ma voiture parce que personne ne veut nous louer et je ne peux pas me payer un hôtel tous les soirs. Tu aurais dû y penser avant de décider de faire exploser ta vie. Mes enfants ne me parlent pas. Mon fils a demandé à sa mère pourquoi papa était un méchant homme. Il a 7 ans.
C'est déchirant. Peut-être que tu pourras lui expliquer quand il sera assez grand pour comprendre la différence entre l'amour et l'égoïsme. Nous sommes fauchés. Elle n'a pas de travail parce que son patron a vu ta publication et a dit qu'avoir une employée impliquée dans un scandale public n'était pas bon pour l'image de l'entreprise. Nous ne pouvons même pas nous payer à manger. McDonald's recrute. Tout comme tous les magasins de détail de la ville. Il y a plein d'emplois pour les gens qui sont prêts à travailler. Tu ne comprends pas. Nous avons tout perdu. Non, vous avez tout abandonné pour une liaison. Pour l'excitation de vous faufiler et de mentir aux gens qui vous faisaient confiance. Vous avez fait votre choix. S'il te plaît. Je t'en supplie. Retire juste les publications. Voici ce que je ne pense pas que tu comprennes, Isaac. Il ne s'agit pas de punition. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de conséquences. Toi et elle avez détruit 2 familles, blessé 4 enfants et rompu des promesses faites à des gens qui vous aimaient. Le fait que vous fassiez face aux conséquences de ces actions n'est pas de ma faute. C'est de la vôtre. Nous avons fait des erreurs. Non, vous avez fait des choix. Les erreurs sont accidentelles. Ce que vous avez fait était délibéré, planifié et calculé. Vous avez passé des mois à mentir à tous ceux que vous étiez censé aimer. Vous avez utilisé les ressources de votre entreprise pour tromper votre femme. Vous avez aidé quelqu'un à abandonner son fiancé par message texte. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des défauts de caractère. Qu'est-ce que tu veux de nous? Rien. Je ne veux rien de vous. Je veux que vous me laissiez tranquille et que vous viviez avec les conséquences de vos décisions comme des adultes. Et si nous faisons ça, si nous arrêtons de te contacter, alors vous serez libre de reconstruire vos vies comme vous le pourrez. Mais la vérité sur ce que vous avez fait ne disparaîtra pas. Ce n'est pas une punition. C'est juste la réalité. J'ai raccroché et j'ai aussi bloqué son numéro. Plus tard dans la nuit, j'étais assis sur ma terrasse arrière avec une bière, profitant du calme, quand mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un avait de nouveau partagé ma publication originale. J'ai cliqué dessus pour voir les commentaires. Des centaines. Des gens partageant leurs propres histoires, offrant leur soutien, me remerciant de montrer que les tricheurs ne s'en tirent pas toujours. Mais un commentaire a attiré mon attention. C'était d'Esther Klein. À tous ceux qui lisent ceci et qui ont été trahis, cet homme a fait quelque chose que la plupart des gens n'ont pas le courage de faire. Il a dit la vérité, même quand c'était difficile. Mes enfants et moi reconstruisons nos vies, et nous sommes plus forts parce que nous connaissons la vérité. Merci pour votre intégrité. J'ai fini ma bière et je suis rentré. Demain, j'appelais l'agent de voyage pour ce voyage au Colorado. Il était temps de commencer le prochain chapitre de ma vie. Et contrairement à certaines personnes, j'allais le commencer honnêtement. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans un café à Denver, regardant le lever du soleil sur les montagnes rocheuses, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec un indicatif régional local. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Est-ce le gars qui a exposé Isaac Klein? La voix était féminine, plus âgée. Ça dépend de qui demande. C'est Nathalie Klein, la mère d'Isaac. Je voulais vous remercier. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Me remercier de quoi? De m'avoir montré ce que mon fils est vraiment devenu. Je l'ai élevé mieux que ça. Son père et moi sommes mortifiés par ce qu'il a fait à sa famille, à vous, à tout le monde. Je suis désolé que cela ait aussi affecté votre famille. Ne le soyez pas. Nous avions besoin de savoir. Esther et les enfants restent avec nous maintenant. Ils sont de la famille. Isaac a choisi d'abandonner cela. Comment vont les enfants? Confus, mais résilients. Les enfants s'adaptent mieux que les adultes. Ils sont mieux avec une mère qui leur dit la vérité qu'avec un père qui ment. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis là à penser aux conséquences et aux choix. Il y a 3 semaines, je pensais que ma vie s'effondrait. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. J'avais obtenu des remboursements complets sur tout ce qui concernait le mariage. Les vendeurs ont été compréhensifs quand ils ont entendu l'histoire. Holly, l'organisatrice de mariage, a même renoncé à ses frais d'annulation et m'a envoyé une bouteille de whisky cher avec un mot, pour avoir échappé belle. La maison s'est vendue plus vite que prévu.
Il s'avère qu'avoir une histoire dramatique qui y est attachée a en fait augmenté l'intérêt. Les jeunes couples aiment l'idée de prendre un nouveau départ là où la fausse relation de quelqu'un d'autre s'est terminée. Mon patron m'a offert une promotion après avoir vu comment j'avais géré la situation. Quiconque peut rechercher et documenter un problème de manière aussi approfondie mérite d'être dans la direction, avait-il dit. J'ai utilisé l'argent de la maison pour ce voyage. 3 semaines au Colorado, à faire des randonnées sur des sentiers dont je n'avais que rêvé. À séjourner dans des cabanes sans service cellulaire, à lire des livres que je voulais lire depuis des années. Le meilleur de tout, j'avais rencontré quelqu'un. Pas de façon romantique, c'était trop tôt pour ça. Mais Gabriella, la guide de randonnée du complexe, était devenue une véritable amie. Elle était directe, honnête, avait sa propre entreprise et ne jouait pas à des jeux. Après des mois de mensonges et de manipulations, la simple honnêteté semblait révolutionnaire. Le dernier jour à Denver, j'ai reçu un dernier texto de mon ex-fiancé. J'ai entendu dire que tu es au Colorado. Isaac et moi avons rompu. Il m'a reproché que tout se soit effondré. Je suis de retour chez mes parents. Je voulais que tu saches que je suis désolé pour tout. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines excuses arrivent trop peu, trop tard. Certains ponts brûlent complètement. Certaines personnes n'ont pas de seconde chance parce qu'elles ont gâché la première de manière trop spectaculaire. J'avais appris quelque chose d'important. La différence entre l'amour et la commodité. Elle avait été commode, facile, sûre. Mais l'amour ne nécessite pas de feuilles de calcul et de stratégie de sortie. L'amour ne vous abandonne pas par message texte après 3 ans. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une carte dans ma boîte aux lettres d'Esther Klein. À l'intérieur, il y avait une photo de ses enfants à un match de baseball. Des sourires sincères. Merci de nous avoir donné la chance de recommencer honnêtement, avait-elle écrit. Parfois, la vérité blesse, mais les mensonges blessent davantage. Elle avait raison. J'ai gardé la photo sur mon réfrigérateur comme un rappel. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver. Parfois, se faire abandonner sur le lieu de son mariage, c'est en fait gagner à la loterie. Parfois, c'est la balle qui vous évite.